Bonsoir à vous, toutes et tous. On va commencer. Bon, il nous manque quelques inscrits, mais on espère qu'en commençant, ça va les faire venir. Et puis, il y a des petits soucis de métro, apparemment. Donc, nous sommes très ravis et contents à la Bilipo de continuer. C'est l'avant-dernière rencontre avant la fin de l'année 2021. Et donc sur la sollicitation bien avant l'été, fin mai, je crois le 1er mai, d'Isabelle Lacroze des éditions de l'Aube, la Bilipo a été donc sollicitée pour recevoir Michel Pedignelli. J'avoue... J'en ai bavé pour vous? Non, j'avoue que c'était un nom et que je n'avais pas lu les romans. Voilà, j'avoue à la grande honte. Mais on s'est dit que c'était très bien aussi d'avoir un programme un peu diversifié, de refaire quelques rencontres d'auteurs et de faire découvrir justement quelqu'un qui n'avait pas une œuvre de 150 titres derrière elle, mais peut-être ça va venir. Hein, donc, voilà. Et que du coup c'était très intéressant aussi de faire découvrir à quelqu'un, même après nous au niveau du réseau des bibliothèques, puisqu'on n'est pas une bibliothèque de prêt, pour pouvoir en parler ou vérifier qu'ils ont bien été achetés, qu'ils sont bien dans les rayons polar, etc. etc. Donc nous avons la chance de recevoir Michel Pedignelli qui pour ceux... Alors, est-ce que tout le monde la connaît? Parce qu'il y avait peut-être tout le monde qui la connaissait, sauf moi, donc voilà. Donc, non. Ah, voilà. Alors voilà, donc nous avons 3 romans et on va en parler, j'imagine. Donc qui sont déjà publiés en fait, qui sont publiés aux éditions de l'Aube et dont le dernier, donc là il y a le joli bandeau bleu pour me le rappeler. Le dernier sorti s'appelle La patience de l'immortel et j'ai même été piocher de l'immortel à l'Occitane qui m'a coûté un savon. Ah ouais. Et un bras, normalement aussi. Voilà. Et un savon cher. Ouais, voilà. Mais donc du coup, vous avez été la lauréate du prix France Bleu du Polar cet été. En octobre. Bon, je crois que c'était l'été. Il faisait très beau, alors je voyais que des photos. Mais c'était Toulouse. Voilà, toujours en t-shirt et tout ça. Donc au Festival Polar du Sud, voilà. Donc la célébrité est déjà en marche, la reconnaissance internationale va suivre. Et pour vous accompagner dans cette soirée, nous avons l'honneur et l'avantage d'avoir une modératrice de choc. Ça sera plutôt sous forme de discussion, d'entretien. Si vous avez des questions, bien sûr, vous intervenez. Hein, c'est pas une conférence académique, enfin pas trop, hein, normalement. Et donc Christine Salès, qui est chroniqueuse littéraire et qui est grande fan de polar, qui elle a beaucoup apprécié. Donc ça se passe mieux quand on modère quelque chose qu'on aime, voilà, toujours. Et qui a travaillé auparavant pour Psychologie Magazine. Voilà. Eh bien, mesdames, la parole est à vous. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, je démarre. C'est une belle rencontre que nous propose la Bilipo ce soir, dans sa tournée de fin d'année, si l'on accepte le roman noir et social qui se tiendra à Vitry-sur-Seine ce week-end, Forza 94, parce qu'ils sont nombreux. Il y a une signature en librairie à Alfortville demain, Charmante Bourgade du 94 également. L'agenda de Michel Pedignelli, c'est plutôt le sud, avec une tournée presque internationale en Corse, mi-décembre, on est d'accord. Sillonne la Corse. Elle va sillonner la Corse. Donc c'est une ancienne journaliste qui a travaillé une vingtaine d'années à Paris, en presse écrite pour le web, formatrice pour une coopérative liée au métier de l'information, consultante en communication digitale, conceptrice de sites web. Tu as donné des cours à la Sorbonne, tu as donc cumulé plusieurs mi-temps, plusieurs piges avant de redescendre à Nice pour lâcher ce rythme asphyxiant. Tout à fait, nous sommes d'accord. J'ai eu les galères de métro ce soir, pas de retour. Comme elle est contente d'être à Nice. Donc tu n'es plus journaliste mais toujours rédactrice, notamment pour Retro News. Alors attention, grand mouvement. Attention, mouvement. Donc c'est un site média et un magazine dédié aux archives de presse et autres actualités historiques des collections de la BNF. Quand on dit, on parle à une experte du fait divers notamment.
Donc, on peut dire que tu es dans les histoires et l'information depuis un bail. Oui. Debout. Peut-être. Ouais. Côté vie personnelle, donc je parlerai sous couvert d'une jeune fille à Chapcapon qui est à l'arrière de la salle. On va donc juste citer Mouloud, un compagnon photographe, entre autres activités talentueuses. 3 grands-enfants et des débuts comme grands-parents. Voilà, j'ai un début de grand-mère depuis 18 mois. Alors, côté bibliographie, alors en bref, puisqu'on va y revenir un peu plus longuement après, donc je vais vous présenter 3 livres, de Toulouse à Toulouse, puisque tout a démarré, on peut dire, avec Toulouse. 2015, Michel envoie un texte pour le concours de nouvelles Toulouse Polar du Sud, donc c'est TPS pour les aficionados. Un texte qui finira sur le podium et qui lui vaudra encouragement à écrire plus long et peut-être coup de pied aux fesses. Un peu, oui. Et puis encouragement de la part de... Les gens dans le public, c'était Craig Johnson, Carlos Salem, qui m'applaudissaient, qui me félicitaient. Donc je me suis dit, bon, je dis c'est pas mal. Donc, c'est ce que tu finiras par faire avec 2 ans de travail avec Boccaneira, qui se déroule à Nice. Donc, livre paru en 2018 sous la houlette de Manon Viard pour les éditions de l'Aube, qui est une maison d'édition engagée. Je crois que c'est important pour toi. Oui, c'est important. C'est une maison d'édition extrêmement bienveillante avec des gens, des femmes, parce que moi je travaille qu'avec des femmes, absolument extraordinaires. On en a une représentante. Isabelle Lacrose, attachée de presse. Donc Boccaneira, petit texte pas très connu encore, qui met en scène Dieu. On en reviendra après sur pourquoi Dieu. Donc elle était primée par un petit lion noir. Donc il n'y a pas le bandeau lion noir, mais festival de la ville de Neuilly-Plaisance. Après les chiens, la suite des aventures de Giulia Boccaneira, publié en 2019, a reçu, lui, le prix Instant Polar de Dissay en 2020. Prix porté par les lecteurs de médiathèque de la Vienne. Alors, mettons, pour ceux qui sont comme moi, c'est le Grand Poitiers, si vous mettez ça sur une carte de France. Pour la petite histoire, quand même, il y avait 4 femmes qui étaient en lice, dont la Corse Elena Piacentini. Donc, on a enchaînement tout trouvé pour ton 3e texte, La patience de l'immortel, qui se passe sur l'île de Beauté et qui a donc obtenu le prix France Bleu, dont c'était la première édition. Donc encore un prix TPS Toulouse, donc on peut dire que de Toulouse à Toulouse, les 3 premiers, bon signe quand même. Belle boucle. As-tu des précisions à apporter à ce survol pour l'instant? Sur ma vie. Ma vie, ton œuvre, tes 3 primés, 3 textes, 3 prix quand même. Ouais. Oui, en fait, ça a été un peu plus compliqué que juste avoir un petit coup de pied au cul pour écrire un premier roman, quand même, normalement. C'est-à-dire que quand la nouvelle a été primée, il y a plein de gens, effectivement, qui m'ont dit « Pourquoi tu n'écris pas plus long ?» Alors, je disais « Peut-être parce que je ne sais pas, parce que c'est un métier, c'est pas le mien. » Et puis, oui, finalement, après, je me suis dit si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Tu vas peut-être mourir écrasé sous un bus sans savoir. Donc, autant tenter. Et il se trouve que donc j'étais revenue vivre à Nice et j'ai dû accepter un poste à Paris pour bouffer alimentaire, voilà, à Paris. Et Nice me manquait beaucoup, donc je pense que c'est ça qui a déclenché ce roman que j'ai écrit la nuit, puisque comme mon personnage principal, je suis assez insomniaque. J'en ai donc profité pour écrire la nuit et travailler le jour. Justement, ce personnage principal, donc Boccaneira, c'est le nom de famille de Giulia, dite Giu, parce que c'est très compliqué à prononcer. Et pour savoir qui c'est, je vais demander à Michel de lire un extrait d'un grand auteur de polar qui s'appelle Patrick Rénal et qui s'est emparé du personnage de Giulia Boccaneira dans son dernier livre, paru en janvier 2021 chez Albin Michel. Et avant qu'elle ne fasse la lecture, si dans la salle quelqu'un a d'autres auteurs en tête dont le personnage principal a été emprunté par d'autres romanciers de leur vivant, vous pourrez fournir la réponse après. Giulia Boccaneira ressemble à son nom et à sa ville comme une fille à sa mère. Coiffée d'une tignasse brune coupée en carrés qui aurait un peu de mou dans les angles, un sourire mi-narquois, mi-appliqué accroché aux lèvres, elle arbore le teint mat des gens élevés au soleil et la silhouette sportive de ceux qui savent en profiter. Un peu plus de 30 ans, beaucoup moins de 50, mais comment savoir de nos jours?
Elle est juste dans le créneau où les femmes en ont assez appris pour ne plus se faire avoir et pas tout à fait assez pour perdre leur audace. Le genre de femme dont la séduction, loin d'être un effet d'annonce, s'accroît au fur et à mesure qu'on les regarde. Moi, je trouve que c'est pas mal tu reconnais bien comme Julia. description. Oui, alors c'est rigolo parce que, si je peux... en fait, Patrick Rénal, il y a 2 ans, m'appelle en me disant « Tiens, je vais écrire un roman qui se passe à Nice. » Super. Et il me dit « Mon personnage va avoir besoin d'un détective privé, est-ce que je peux t'emprunter la tienne ?» Bien sûr, tu peux. Et donc il a écrit l'âge de la guerre. Il m'a envoyé d'abord il m'a envoyé le chapitre où il y a la rencontre avec Bocaner. Donc c'est très étrange quand même de voir son personnage évoluer sous la plume de quelqu'un, puis pas n'importe qui quoi, de Rénal. N'importe qui. Et donc il me disait bon alors comme tu ne la décris jamais, puisque donc je ne décris jamais mon personnage, alors comment elle est hein. Bon bref, donc on s'est échangé 2-3 trucs. Je lui ai donné un peu parce que moi il a voulu un peu plus la décrire. Et par contre il l'a rajeunie. Parce que bon, moi, elle a forcément entre 48 et 50 ans, selon les romans. Et pour Rénal, c'est pas encore tout à fait ça, les femmes de 50 ans. Alors que son héros a 75 ans, bien passé au bien passé, ouais. Mais bon, son héros, il tombe quand même amoureux, il est quand même amoureux de son ancien amour qui doit avoir à peu près le même âge. Donc je lui fais crédit de ça. Voilà. Entre 30 et 45. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai eu la super belle surprise de voir Bocaneira vraiment agir, parce qu'il ne fait pas que la nommer, elle a un vrai rôle d'enquêtrice dans son roman. Il te donne une partie de ses droits d'auteur. Non, pardon. Donc, Patrick Rénal mis à part, je vais revenir à Giu, donc Giulia. La prononciation. Alors la prononciation, c'est fait pour. Hein. Ouais. Ça s'écrit G-H-J-U-L-I-A, donc c'est corse. Et ce GHJ se prononce comme une espèce de dieu, un peu particulier. Alors, pour faire un peu savant, on appelle ça un chibolette. Donc un chibolette, c'est un mot, une expression ou une lettre ou un son qui n'est prononçable que par la communauté dont la langue maternelle, d'où est issu ce mot, cette expression, donc, le fameux GHJ. Et je cherchais volontairement un prénom compliqué, parce que moi j'ai un nom de famille compliqué. Enfin comme ça a priori moi je ne l'ai jamais trouvé compliqué jusqu'à ce que je passe au nord de la Loire déjà. Parce que dans ma famille on n'a aucun problème pour prononcer ce nom de famille. À l'école ça passait aussi et apparemment il y a un petit peu trop de vertical dans mon nom de famille et tout le monde se plante. Donc j'ai eu droit à peu près toutes les orthographes, toutes les prononciations. Donc je me suis dit, je vais lui trouver un prénom bien chiant à prononcer, quoi, comme mon nom de famille. Et puis, et du coup, ça a entraîné un surnom. Et en fait, ce prénom et ce surnom, je les ai empruntés à une jeune femme, enfin non pas une jeune femme, oui, elle a mon âge, une jeune femme que je connais, voilà, qui s'appelle, qui s'est toujours appelée Julie, sauf que bon, elle est corse et qu'elle revendique quand même de s'appeler Giulia, et Giu pour aller plus vite. Et elle existe. Ouais, et oui, elle existe en vrai. Ouais. Et en plus, ça me permet d'affirmer que Giu est une femme, donc c'est toujours bon de le rappeler. Alors je vais te faire en traduction pour les nordistes, Dieu est une femme. Voilà. C'est bien connu. Je parle pour les nordistes, non pas de l'île de beauté, mais le nord de la Loire en général. Ouais, déjà au-dessus de Cannes, ça commence à être un peu le nord, hein, Aix-en-Provence, tout ça. Ok. Bon, alors je vais revenir à Giu, puisque les héroïnes de polar sous la plume d'autrices femmes, donc on va quelques hommes donc entrer sur la partie féministe. Dans la lignée des Miss Marple d'Agatha Christie, il y en a des personnages centraux qui peuvent être flics, sociopathes, comme chez Carole O'Connell avec Cathy Mallory, adolescente au pouvoir mystérieux, donc la Becca d'Elizabeth George en secteur jeunesse, par ailleurs créatrice de ma préférée, la malfagotée des glaces populaires, le sergent Barbara Havers de Scotland Yard, vraiment mon héroïne préférée, une mathématicienne du FBI, Gloria Parker Simmons, sous la plume de la française Andrea Japp, très prolifique, qui a eu énormément d'héroïnes femmes.
Je parle sous couverture de Claude Combet, la grande spécialiste du polar ex-Livre Hebdo. On a également la capitaine Mathilde Sénéchal, d'Elena Piacentini, l'inspectrice Mariella De Luca, de Gilda Piersanti, ça c'était pour faire mon étalage de mots un peu italien. Le vénérable et vieillissante médecin légiste qu'est Scarpetta. Je préfère toutes les deux Marino. Hein. Oui. Bon, voilà. Maud Graham, de la québécoise Christine Brouillet, que j'avais un peu oublié, j'avoue. Une experte en balistique, enfin assez rare, Alice Cavian, de Claire Raphaël, qui est éditée au Rouergue. Plus récemment, on a eu l'enquêtrice Amaya Salazar de Dolores Redondo. Et puis on s'en remontait à les détectives. Donc j'ai quand même retrouvé la trace de 3 ou 4 détectives. Donc Lupe Solano, romancière cubaine Carolina Garcia Aguilera. Lorraine Lorano, qui est une privée lesbienne du New York de Sandra Scopetton, plusieurs années, quand c'était édité par Le Fleuve, qui s'appelait encore Fleuve Noir à l'époque. Et plus récemment, Louise Morvan, une héroïne détective de Dominique Silva, chez Viviane Ami, que l'on connaît plus avec Lola Jost, qui est une commissaire retraitée dépressive. Pourquoi c'est important pour toi ce choix de détective privé, non pas de flic ou de gendarme? Parce qu'il y en a déjà beaucoup, des flics et des gendarmes. Et oui, enfin, et puis c'est un polar, donc il y a un policier, donc non, je préférais détective privé. Alors d'une part parce que c'est finalement ça correspond à son caractère, vu qu'elle n'est pas très hiérarchie. Elle se fabrique ses propres procédures, elle ne va pas tellement en suivre. Et en plus, en vrai de vrai, hein, ça me gonfle les trucs policiers là, enfin les procédures, les trucs, et donc j'ai un peu choisi enfin non, j'ai pas envie de parler de technique policière en fait, et donc je l'ai affublé d'un ex c'était malin, hein, qui est lui-même flic et qui se charge de tout ça en fait. Et elle, eh ben, voilà, c'est une espèce d'électron libre, alors elle y va. Aux hommes, les corvées de paperasse ménagère, voilà. Et adieu, la liberté de travailler. Exactement. Et elle fait à peu près comme elle le sent, ou comme elle peut, ou elle invente au fur et à mesure ce qu'elle doit faire. Donc voilà, détective privé, ça collait mieux. Pour le premier, donc Bocanera, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour l'intrigue? Pour l'intrigue, je voulais parler de Nice. Je voulais vraiment parler de Nice dans ce premier roman, parce que, ayant passé plus de 20 ans à Paris, je sais comment on parle de Nice et des Niçois. Donc je voulais montrer autre chose, je voulais montrer ma ville, les gens qui y vivent. Donc c'était important, c'était une lettre d'amour, c'était vraiment la première pulsion. Ensuite voilà, c'est Nice, je l'ai vraiment daté de 2016, donc Nice c'est donc avant l'attentat de 2016, j'ai commencé à écrire avant l'attentat, et Nice était totalement éventré par le chantier du tramway. Alors à Nice, quand on fait un tramway, on ne fait pas les choses à demi-mesure, madame, on fait un tramway souterrain. Ça s'appelle un métro. Ça coûte 20 fois plus cher. Ça paralyse une ville pendant 4-5 ans. Et ça brasse du béton et donc forcément un peu d'argent aussi. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire. Voilà. Donc, mais je voulais vraiment parler aussi enfin, c'est comme un instantané de la ville, dans l'état dans lequel elle était en 2016, voilà, avec ces chantiers partout, bref. Voilà, l'abus financière et l'homophobie aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a un des personnages qui est homo dans celui-là, enfin dans d'autres aussi, dans les autres aussi, mais il y a un personnage qui est homo parce que ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et d'ailleurs, il n'est pas coiffeur, il est plombier, parce que je trouve que on n'est pas défini par une classe sociale ou par un métier. Voilà, il n'est pas costumier, tout ça. Bon, il est plombier, il est homo, c'est comme ça. Et en fait, à Nice, on peut dire plein de choses, et moi je dis plein de choses sur cette ville, contre cette ville parfois. Mais mine de rien, c'est la deuxième ville où il y a eu le plus de mariages homo après Paris.
voilà, en France. Et il y a une espèce de l'équivalent d'un petit marais avec donc alors j'aime pas dire la communauté homosexuelle parce que je trouve ça très ça correspond à rien pour moi, mais en tout cas il y a plein il y a plein de magasins, de commerces, c'est très dynamique économiquement. Donc je pense que le maire a besoin aussi de ça, hein, de ce dynamisme économique. Donc on a un maire qui s'appelle Christian Estrosi, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui a plein de choses qui ne me plaisent pas du tout. Mais alors là-dessus, voilà, on ne l'a pas trop entendu contre le mariage pour tous, et pour cause, il savait très bien que c'était quand même un élément assez important pour l'économie de la ville. Donc voilà, il n'y a pas... Voilà, je voulais parler de ça. Et du coup, c'est un peu une indignation, un petit pic de colère. Un peu toujours, oui. Ouais. En fait, j'ai écrit ce roman parce que je suis un peu toujours je suis toujours un peu en colère, en fait. J'essaye de moduler, ou alors après, j'en rigole. Mais effectivement, il y a un moment où... Enfin, il y a plein de choses qui me mettent en colère, donc... j'ai trouvé en fait le fait que écrire un roman, c'est bon, alors ça n'apaise pas forcément, mais enfin ça permet de transmettre cette colère et de la faire savoir. Est-ce que tu as su très vite qu'il y aurait une suite à Boccanegra? Alors non, au début je pensais que c'était le roman de ma vie, d'une vie quoi. J'avais écrit un truc, et en fait... ce qui est drôle, c'est que quand j'ai écrit le manuscrit, enfin quand j'avais le manuscrit, et donc c'est Patrick Rénal qui m'a trouvé la maison d'édition des éditions de l'Aube, donc parfait. Et donc ma future éditrice m'appelle et me dit alors bon c'est super, j'aime beaucoup, je vais vous publier. Et alors elle me dit bon, mais ça va pas être un one-shot. Je dis, bien sûr que non. J'avais encore rien signé. Et elle me dit, ah, mais ce qui serait bien, c'est de développer un petit peu le côté communauté corse à Nice, etc. Et comme ça, je lui rappelle, non, mais ça, c'est prévu pour le 3e. J'ai pipoté complet. Et en fait, finalement, ça s'est vérifié. Mais oui, non, je pensais vraiment n'avoir écrit qu'un livre. Et puis après, finalement, au fur et à mesure de mes indignations qui continuaient, je me suis dit, bon, alors, voilà, au lieu de te garder la rabia, comme on dit chez nous, tu vas écrire un 2e livre. Donc j'écris un 2e livre. Alors, petite question technique, comment tu procèdes pour écrire? Organisé avec des post-it partout, ou le grand bazar que tu laisses couler sur papier ou sur ordi? Ouais. Alors c'est très bordélique en fait. J'ai les deux, voire même les 3, je les ai écrits parce que j'avais la scène de fin. Voilà, j'avais la scène de fin, j'avais ça en tête et je me suis dit comment j'arrive là. Donc en fait j'ai déroulé. C'est pas forcément linéaire quand je déroule, hein, il y a des bouts comme ça qui arrivent. J'écris sur tout ce qui... Parce que je suis tellement pas ordonnée que je pourrais avoir un carnet tout le temps sur moi. Mais non, forcément, je l'oublie. Donc j'écris parfois chez des collègues, là, je prends cette page-là quand je dors, enfin, et que j'ai rien. Et donc j'écris là, après j'arrache, je mets dans ça. C'est pas bien. J'ai écrit aussi sur un carnet d'un serveur dans un bar à Paris parce que j'avais rien. Le gars, il avait vu son petit machin. Donc là, j'ai écrit la moitié d'un chapitre. Donc j'écris comme ça vient, je n'ai pas de trame spécifique, j'écris en général les idées viennent au petit matin ou la nuit, ou au petit matin quand on est entre deux eaux et que à ce moment-là j'entends des voix, car je suis la Bernadette Sobiero-Duciès. Et effectivement, non mais voilà hein, je ne suis pas toute seule dans ma tête. Donc j'entends les personnages qui me parlent, ouais alors à ce moment-là il se passe ça, alors j'écris. Donc c'est pas du tout, voilà, j'ai pas de bible, mais par contre il y a un truc, c'est que je sais que mes personnages, j'ai vraiment l'impression qu'ils existent vraiment. Donc eux ils ont comme une véritable existence, un véritable ancrage, et finalement c'est eux qui vont guider l'histoire. Alors c'est vrai qu'à un moment avant, quand j'écrivais pas, j'entendais des auteurs qui disaient les personnages se sont emparés de moi.
Ouais. Mais en fait, c'est vrai. Et non, c'est vrai. Puis par exemple, il y a un personnage qui est SDF, muet Ne et spoil allemand. pas la page 3. Ah pardon, ouais, pardon. Et bon, ouais, il Eh ben, devait, justement. voilà, non, il devait être ni, enfin au départ, il était ni SDF, ni muet, ni allemand, quoi. Et Voilà. ça s'est trouvé, enfin voilà, il s'est imposé comme ça. C'est dans le deuxième, entre autres, après les chiens, donc le deuxième opus des aventures de Dieu, où tu croises deux histoires. Celle d'un réfugié assassiné dont la mort dans un premier temps ne révolte qu'un SDF, donc Ferdi, un allemand sourd-muet qui discute quand même un peu anglais, mais ça on se fait dans le troisième tome. Et tu entremêles ça avec une histoire de passage pendant la Seconde Guerre mondiale pour raconter voilà, d'autres réfugiés, des résistants, des juifs, des migrants, des passeurs. C'est important pour toi d'ancrer l'histoire de Jonas David dans une dimension un peu plus vaste? Oui, parce que en fait, après les chiens, je voulais écrire sur la frontière, donc la frontière franco-italienne qui passe au-dessus de Nice, donc vous en avez sûrement entendu parler, c'est la vallée de la Roya. Et donc cette vallée, enfin cette frontière est franchie en permanence, donc récemment sont les réfugiés qui arrivent donc de Vintimille et qui passent par là et qui arrivent en général dans le champ de Cédric Héroux, dont vous avez sûrement entendu parler, qui a accueilli à peu près 2000, je pense, 2000 personnes. Hein, bon. Mais cette frontière, enfin ça c'est récent, les Soudanais, les Syriens, les Érythréens, je dirais que c'est récent, mais les Italiens, les Serbes, ils sont passés par là aussi pour arriver à Nice. Je pense que ma grand-mère, alors c'était peut-être pas celui-là, mais elle est arrivée par là aussi. Donc c'est vraiment, je voulais parler de ces chemins qui sont empruntés par des gens qui fuient, et c'est, enfin, pour moi c'est une évidence, mais quand on franchit une frontière ou qu'on fuit son pays, c'est jamais un choix, enfin c'est pas par choix, quoi, c'est pas pour venir nous piquer les allocs, c'est vraiment une question de vie ou de mort. On ne quitte pas son pays comme ça. Enfin, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai situé donc un récit qui commence en 1943. En septembre 1943, le 8 septembre 1943, c'est la chute de Mussolini. Et jusqu'à ce moment-là, c'était l'armée italienne qui était l'armée d'occupation à Nice et dans les Alpes-Maritimes jusqu'à Marseille. Et à la chute de Mussolini, l'armée italienne part en débandade, mais vraiment en débandade, c'est-à-dire qu'ils laissent tout, hein, les silos, la bouffe, les armes, les tampons administratifs, ils partent. Le lendemain, les Allemands sont là. Donc c'est Alois Brunner qui tient la préfecture à Nice, et les Allemands appelaient Nice la ville du crime, puisque les Italiens ont foutu la paix aux Juifs. Enfin, en France, on foutu la paix aux Juifs. Donc la famille de Simone Veil s'est réfugiée à Nice. Elle a été arrêtée à Nice en 1944. Et donc la répression est féroce. Il y avait une pouponnière israélite, ils déportent 150 bébés. Enfin bon, bref. Donc à ce moment-là, il y a des gens, donc des Juifs, qui sont passés de France en Italie par ces chemins-là. Et arrivés en Italie, ben après ils allaient à Vintimille, ils essayaient de prendre un bateau pour aller soit en Angleterre, soit en Algérie. Voilà. Donc, alors sans dire, on n'est pas du tout dans la même situation ni rien, mais ce sont les mêmes chemins qui sont empruntés. Et finalement, le geste est le même, le geste de tendre la main ou de solidarité ou d'aider, c'est le même geste dans les deux cas. Et donc j'ai imaginé ce petit passeur dans la vallée de la Roya, il a 13 ans, c'est un petit montagnard, il connaît les chemins comme tous les gamins sur le bout de ses semelles, quoi. Et donc on lui dit, comme lui, on le remarque pas trop, c'est lui qui va aider les Juifs à passer de France en Italie. Et en même temps, du coup, j'aime bien, il faut aussi questionner la notion de passeur, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement négatif. Enfin, bon, bref, mais les passeurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était des passeurs, mais qui faisaient ça, mais comme ça, sans être payés, quoi, vraiment pour aider. Et voilà, et cette question de frontière aussi qui fait que, enfin, surtout dans cette vallée, mais comme partout ailleurs, quoi, c'est un truc complètement arbitraire qui fait que, les familles sont séparées par une frontière, quoi. Enfin, on a de la famille des deux côtés de la frontière, et puis quand ça va bien, puis quand on est en guerre, il y a un mur
qui va déchirer les... Une anecdote familiale sur la frontière où on peut naître. Ouais, en fait, ce qui est drôle, c'est que donc, mon grand-père est né à Tende, dans cette vallée de la Roya, mon grand-père maternel, et donc il est né italien, puisqu'il est né en 1904 ou 5, je ne sais plus, et il est mort français, mais sans bouger, parce que c'est la frontière qui a bougé. En 1947, il y a eu un référendum. Les habitants de Tende et la Brigue, c'est un autre petit village de la Roya, ont dû décider s'ils voulaient rester italiens ou devenir français. Alors bon, ils ont quand même un peu choisi le camp des vainqueurs, je pense, voilà. Et donc ils sont devenus... Bon, puis il y avait une histoire aussi de résistance, enfin, de résistance italienne et française ensemble, hein, les antifascistes. Et donc voilà, mon grand-père est devenu... c'est très drôle, donc mon grand-père est devenu français en 1947, et ma grand-mère, qui était italienne aussi, mais qui n'était pas de la vallée de la Roya, a dû attendre 10 ans, donc 1957, pour être naturalisée, parce que ça faisait 10 ans qu'elle était mariée avec un Français. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que les papiers, quand même... Ouais. Alors, après les chiens, comme drôle de titre, je me suis demandé effectivement si c'était pour dire, voilà, traiter les humains comme des chiens ou pire que des chiens. À toi de réconcilier Cédric Héroux et Brigitte Bardot dans les gloires locales. Ça veut dire... Hein, mais c'est vrai que l'humain, dans toute sa diversité, doit être défendu. Alors, dans celui-là, comme dans le précédent, il y a une chose qui est très importante pour ton héroïne, c'est son corps et son choix de maternité ou pas. Donc, je vais te demander de lire un petit extrait qui raconte un petit peu le corps de Giulia. Ah oui. Et puis, ouais, de là jusqu'à, à mon avis, jusqu'à la fin. Ouais, oui, je remets juste dans le contexte, ouais. Elle va avoir une exposition de photos et l'artiste a photographié des corps. Des corps blessés ou des corps, et puis j'aperçois mes mains. Elles abaissent fermement la ceinture de mon jeans jusqu'à la lisière de mes poils. Au niveau de mon nombril et sur mes flancs, mes 3 petites taches blanches. Je ne sais pas ce que Serena a fait, mais on dirait qu'elle brille, comme des lucioles gardiennes de mon ventre vide. Les cicatrices d'une lutte contre la maternité, une guerre contre les autres, les toubibs violents et méprisants, les copines bienveillantes, la société insistante. Toute une civilisation qui me voulait mère sous prétexte que j'étais femme. Tu te rends compte? Toutes celles qui désespèrent de ne pas avoir d'enfant, et toi qui peux, c'est du gâchis. Un peu comme les gamins à qui on serine, finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. J'ai toujours été persuadée que les utérus, comme les estomacs, ne sont pas des vases communicants. J'ai bataillé longtemps, c'était presque devenu facile, ça devenait ma marque de fabrique, ce refus d'enfanter. Un jour, je me suis sentie cédée. Joe était l'homme de ma vie, indéniablement. Alors j'ai gagné cette guerre grâce à une simple opération. Et j'ai perdu Joe. Je suis revenue un jour à la maison avec mes trompes ligaturées. Mon corps, mon choix, mon droit. Et ma lâcheté. Je n'avais pas eu le courage de le prévenir. Je lui ai dit, voilà, c'est fait. Il m'a regardé longuement, a pleuré et s'est barré. J'avais pensé, il va se trouver une pondeuse qui lui fera de beaux petits. Il l'aura, sa putain de famille, qui pourra ramener chaque été au village en Corse, en l'exhibant comme un trophée. Une descendance pour perpétuer le nom des Santucci. Et non, Joe n'a pas trouvé de poulette, il n'en a même pas cherché, je crois. Joseph Santucci ne voulait pas une famille. Joseph Santucci voulait juste une vie avec moi, dans une confiance totale et mutuelle, et je l'en avais privé. C'est important pour toi ce choix, le corps des femmes, et que ce ne soit pas une privée typique, je pense. Oui, dès le début, j'ai voulu qu'elle ait fait le choix de ne pas avoir d'enfant, parce que c'est encore pas un tabou, mais enfin, c'est encore une question que les gens se posent sur le corps des femmes. Enfin, le ventre, tout le monde discute du ventre des femmes, quoi. Et ça ne regarde personne, ce choix-là.
Vraiment, enfin, c'est un truc pour moi, c'est ancré en moi, quoi. C'est les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont tout à fait légitimes. Enfin, voilà, ça ne se pose même pas. Pour moi, là, ce n'est même pas un problème. Et je sais que pour la société, c'en est un. Donc, j'ai fait une privée qui volontairement n'a pas eu d'enfant. Et c'est un aspect de sa vie ou de sa personnalité, point barre. Et puis, on passe à autre chose. Et ça l'a, bien sûr que ça l'a formée, ça l'a structurée, etc. Mais comme le fait qu'elle a des Doc Martens au pied à 50 ans, quoi. Bref. D'accord. Mais voilà, elle ne ressemble pas aux autres. Julia Boccanegra, quand même. Non, enfin, c'est pas une super, c'est pas une superwoman, mais en fait, voilà, ça c'était un peu. Ouais. Donc ça c'était vraiment un peu un étendard, quoi. Insomniaque, elle boit du café, elle a un coloc, elle a des aventures sexuelles, bon, avec tout le monde sauf avec des bibliothécaires, on le fait savoir, il y a peu de temps. Bon, petite parenthèse, il y a encore le tome 4 voilà, et 5 qui sont... tout à fait se régler. En tout cas, des femmes, il en est beaucoup question dans La patience de l'immortel, avec Bandeau ici, pour le prix, qui te vaut donc d'être invité un peu partout sur la planète, notamment en Corse. Parce que, voilà, c'est le prix France Bleu, donc première édition de ce prix, le troisième, qui se passe en Corse. Alors, tu as un peu des racines corses, dont tu vas pouvoir reparler tout à l'heure, mais c'est comme si on marquait une reconnaissance, pas simplement de ton écriture, mais des qualités de Julia, en fait, qui devient un peu, qui fait partie maintenant de notre panthéon de personnages récurrents, qu'on dit « Alors, tu l'as lu le dernier, il sort quand ?» Et ce qui est important dans celui-ci, donc avant que tu parles de tes racines, c'est donc « Di quoi elle sait ?» Et là, il va falloir que tu le lises avec Alexandre, parce que, bon, forcément, je te les souligne à partir de là. Trop court. Ici, à partir... Dis quoi, laisser? Tu te souviens de ça au moins? Oui. Ici, comment tu t'appelles est souvent remplacé par dis quoi, laisser? De qui tu es? Pour te localiser sur un immense territoire généalogique. Parce que le village, c'est la famille et vice-versa. Remonter le fil des parents et des grands-parents de son interlocuteur permet à chacun de se situer. C'est un réflexe pour tout insulaire qui a été levé dans les connaissances de chaque branche et de chaque rameau de sa cartographie. Mais quand tu débarques comme moi, ça prend du temps. Donc après, il y a un arbre généalogique qui est décrit assez express. On va dire que même Alexandra Schwarzbach, qui est donc écrivain et journaliste à Libération, a réussi à s'y retrouver. Donc a priori, tous les lecteurs vont y arriver. C'est effectivement un peu le chouchou, et pas simplement parce qu'il y a les petites immortelles devant, mais ça raconte aussi quelque chose qui est du matriarcat, des femmes qui décident sans avoir besoin d'en référer aux hommes, sauf si je suis interprète un petit peu, mais qui est un des traits de caractère du peuple corse, qu'on méconnaît peut-être parfois un petit peu. En fait, après, je ne suis pas une spécialiste, ni une sociologue, ni une historienne de la Corse, mais c'est vrai que en Corse, les femmes, elles ont le pouvoir au foyer, vraiment, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. Par contre, socialement, c'est toujours pas gagné, quoi. Donc, là, je voulais parler de femmes. Il y a deux femmes qui vivent seules pour des raisons, elles sont veuves toutes les deux, et c'est en général aussi des choses qui se font. Et donc elles sont belles-sœurs, elles décident de vivre ensemble et dans une espèce pareil de sororité, on va dire, et qui est un peu, qui pourrait être étonnant, mais qui peut se faire. Enfin, voilà. Puis elles sont, c'est la famille, c'est le sang, donc on se soutient l'une l'autre. Et d'ailleurs, cette colocation, cette sororité étonne beaucoup Boccanegra, parce que l'une de ces femmes est extrêmement solaire, terrienne. C'est une femme qu'elle aime beaucoup, et l'autre, elle la surnomme la Rédicienne, parce que c'est vraiment une caricature de Corse. Enfin, une caricature de Corse, quoi. C'est genre Colomba, mais puissance 10. Prends-toi un petit peu.
Vas-y. Ça va aller. Ça va. Encore un peu Partir d'une certaine chose. Donc, un petit chichi d'immortel et ça va passer. Et donc, je voulais parler des femmes en Corse parce que soit elles sont mythifiées, enfin, voilà, hein, on a Colomba et Colomba, je rigole un peu sur Colomba parce que quand même, bref, mais ça se passe dans la région ce roman se passe dans la région de Sartène. Et Colomba est voisine. Hein, voilà. Et voilà, je voulais parler des femmes parce que ça bouge un peu en Corse quand même. Hein, on trouve des femmes chefs d'entreprise, enfin bon, des femmes... D'abord, déjà, historiquement, les femmes, c'était elles qui héritaient des terres en bord de mer parce que c'était des terres inutiles. C'était des terres qui étaient pleines de moustiques et qui étaient totalement malsaines, donc on les filait aux femmes. Bon, alors du coup, maintenant, le littoral, bon, c'est des paillettes, quoi. Voilà. Mais voilà, oui, je voulais parler des femmes parce que ça bouge aussi, et notamment, alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le mouvement de ces très, très, très jeunes filles. Elles ont 16-17 ans et elles ont commencé il y a 2 ans à dénoncer les viols et les violences qu'elles ont subies et à faire des manifestations publiques à Ajaccio. Moi, je n'avais jamais vu ça. Donc, c'est ces gamines hein, qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans, avec, et c'était très, très émouvant, des hommes, leurs pères ou leurs frères qui tenaient des banderoles en disant « je te crois », ce qui était super fort. Parce qu'en fait, il y avait cette espèce aussi de mythe qui dit en Corse, on ne viole pas les femmes. Alors, effectivement, vous pouvez vous balader à 3h du matin à Ajaccio, bourré comme un coin, et vous n'arriverez pas à grand-chose. Mais partout ailleurs, dans le silence d'une famille, d'un club de sport, du village, ça se passe pas pareil, quoi. Et je me souviens du témoignage d'une jeune fille qui disait « Je ne veux pas dénoncer mon agresseur parce que mon père va le tuer et c'est pas une figure de style et donc mon père va aller en prison. » Donc il y a ça, ce poids-là qui est démentiel sur les épaules des femmes et elles arrivent petit à petit à s'en débarrasser, enfin à secouer tout ça. Donc ouais, j'ai voulu parler des femmes en Corse. Un peu de combat écologique ou de choses à dénoncer, le maquis qui brûle tous les ans. Oui, parce que c'est voilà, ouais, quand je parlais des colères, c'est ça aussi, de voir le maquis qui brûle, quoi. Tous les ans, vous voyez aux infos que ça crame, et ben qu'est-ce qu'il y a après? Une villa, un lotissement, voilà. Ou juste, il faut que ça crame, quoi. Hein. Ça crame pour la terre, parce que c'est des cobuages. Et il y a ça, il y a le fait aussi que le maquis est menacé par une maladie qui s'appelle la xylelle et qui est une bactérie qui est transmise par les insectes piqueurs-suceurs, ça s'appelle. Voilà. Et en fait, moi j'ai discuté avec des gens, des élagueurs, etc. Et il n'y a pas eu tellement de cordons sanitaires. Hein. Bon, vous voyez ce que c'est un virus, hein, vous êtes au courant, voilà, vous savez comment on doit contenir un virus, hein, monsieur l'épidémiologie, voilà. Et bien encore, théoriquement, tous les professionnels de la sylviculture, etc., ont dit qu'il ne faut plus qu'il y ait une plante qui rentre en Corse tant qu'il y a cette menace-là. Alors on a dit ok, on ne fait plus rentrer de plantes en Corse, mais quand même on va faire des dérogations, parce qu'il y a des pépiniéries, donc il y a eu genre 12 millions de dérogations, donc le maquis est aussi menacé par une bactérie qui bouffe à peu près toutes les plantes endémiques de la Corse, hein, c'est l'immortel aussi, bon bref. Et puis il y a, alors ça je l'ai un peu transposé, mais pourquoi ça n'arriverait pas en Corse? Ce qui se passe déjà dans les Pouilles, c'est le vol d'oliviers, c'est-à-dire des oliviers magnifiques, multi-centenaires, noueux, beaux, voilà. Ben on les vole parce qu'on va les vendre extrêmement cher pour les coller dans des villas ou dans des lotissements parce que c'est très joli et voilà.
Alors, ça n'est pas encore arrivé vraiment en Corse, mais c'est arrivé, oui, dans les Pouilles. Donc, il n'y a pas de raison qu'au bout d'un moment, quand sur sa terre, on a des oliviers ceux qui ne font pas de l'huile, enfin, qui ne vont pas s'occuper des fruits, etc., et qui ont ces oliviers sur leur terre, on leur dit, bah tiens, celui-là, je t'en file 3 000 €. Bah, alors. En tout cas, c'est un roman qui campe très très bien la Corse. On va dire que tu as parlé un peu de ta famille maternelle, Oui. de ta ville. Donc il y aura quoi dans le 4e? Ah, punaise. Non, mais peut-être que je déroule encore un peu la famille, parce qu'il y a toujours... c'est marrant, enfin c'est marrant, et puis c'est aussi pour mes gamins, quoi. C'est la mémoire d'une famille, la transmettre, voilà, comme ça, sous forme de roman. Tous les personnages, un peu... dans Après les chiens, il y a un cordonnier, parce que mon grand-père était... Alors, il y a un cordonnier, voilà, il a une petite boutique, mais vraiment de rien. Et en fait, mon grand-père... Alors, moi, j'ai toujours cru que mon grand-père était cordonnier, et en fait, il était ouvrier de la chaussure, donc dans une usine à Nice. Et il a jamais pu ouvrir de petites boutiques, même sous un escalier, comme ça se faisait avant. Il n'a jamais pu, parce que, ben, voilà, il n'a jamais eu les moyens, ni rien, donc il était juste ouvrier de la chaussure. Et ma mère m'a dit, bah, finalement, toi, tu lui as donné une petite échoppe. Classe sociale. Ouais, voilà. Et pareil, la grand-mère, Nunzia, c'est ma grand-mère, enfin, effectivement, j'ai parlé de... Et surtout, dans celui-là, dans La Patience de l'immortel, je parle de quelque chose aussi qui me tenait à cœur. Mon grand-père corse était tirailleur sénégalais. Alors, faut le faire, non, c'était écrit sur sa carte d'identité. Donc pendant la guerre, il a terminé adjudant-chef. On n'est pas des flèches, hein, non plus en matière militaire, mais et il avait ce bataillon de tirailleurs sénégalais. Et j'ai vraiment voulu en parler parce que que ce soit les goumiers marocains ou les tirailleurs, voilà, qui sont venus libérer la France. Et en l'occurrence, les tirailleurs, on les envoyait déminer les plages avec rien, avec juste leur corps. Et donc ils sautaient sur les mines et après on en envoyait un deuxième, quoi. Et mon grand-père m'en a parlé avec une émotion incroyable, même des décennies après. Parce que c'était bon, il m'a dit j'étais bête et disciplinée, c'est drôle, hein, mais voilà, il m'a dit j'étais bête et disciplinée, mais voilà, il aimait les gens de son bataillon. Et d'ailleurs mon père qui a dû le suivre à Alger, il avait 4 ans pendant la guerre, il avait une nounou qui mesure 1,95 m avec une chéchia sur la tête et qui allait le chercher à l'école et qui était son meilleur copain, enfin bon bref. Et donc voilà, je voulais parler de ces tirailleurs qu'on a vraiment oubliés et dont mon grand-père m'a parlé, et donc je voulais en mettre une petite couche. J'ai réussi à tricoter l'histoire de famille, des choses que tu peux avoir aussi dans Retro News. Ouais. Avec cet accès. Oui, parce que dans Retro News, ouais, tout à fait. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a accès à... En fait, la BNF possède un exemplaire de chaque journal paru en France depuis 1640, depuis la Gazette, de Théophraste Renaudot, et a numérisé je ne sais plus combien de millions d'articles. Alors, il continue, ça va jusqu'à l'après-guerre, grosso modo. Et moi, je travaille dedans, donc je cherche plein de trucs et je tombe sur des histoires dingues, sur des pépites, sur des... Bon, j'ai beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux du 19e, sur les anards du début du 20e siècle, des choses comme ça. Mais vraiment, on découvre des choses assez extraordinaires. Ouais. Il faut nourrir un imaginaire pour les 152 prochains romans. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai envie, j'aime bien, enfin je ne sais pas faire autrement, hein, mais moi il me faut un socle. Alors je vais beaucoup creuser, par exemple pour Après les chiens, j'ai lu une thèse d'un historien niçois sur les Juifs dans les Alpes-Maritimes pendant l'occupation. J'ai lu, bon, alors après je n'en ai sorti qu'une infime partie, mais j'ai besoin de ce socle historique, de socle réel pour écrire une histoire. Et j'ai besoin de choses même
il y a des fois, je me dis que, bon, par exemple, pour la patience de l'immense, ça se passe, pour moi, ça se passe en janvier 2018. À aucun moment, ça n'est écrit. Non. On sait que c'est en hiver, mais pour moi, c'est en janvier 2018. Donc, je suis allée vérifier la météo de janvier 2018 à Sartène pour voir s'il pouvait y avoir des incendies, si, voilà, s'il pleuvait pas trop, Ah oui. tout ça. Bon, tout le monde s'en fout, sauf Non. moi. Voilà. Tout se vérifie, tu sais. Voilà, C'est pour ça c'est qu'il y a pris un flic qui aurait pu se tromper pour les procédures. Genre, mais non, c'est Ouais, pas ouais, non, non, non. c'est ça. La C'est météo, vrai. en revanche, elle est impeccable. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public, histoire d'économiser ma voix assez égoïstement, j'avoue, et puis celle de Michel? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Sinon, moi, je me sens mal dans le noir. Non, mais du coup, Sartène, c'est vraiment le berceau familial. Oui. En fait, c'est donc mon père, la famille de mon père est à côté de Sartène, c'est un bled, enfin, alors on dit pas un bled, on dit un village. C'est un village, oui, Oh là là. qui s'appelle Thials, où il y a 7 maisons, et ils s'appellent tous Pédinier, donc aucun problème pour prononcer le nom. C'est bien, hein. Et ma grand-mère venait, donc Sartène plus au sud, ma grand-mère venait du nord, en dessous de Bastia, un petit village qui s'appelait Perrocasavetia et Talazagne. Et alors c'est très drôle parce que je ne connais absolument pas cet endroit-là, puisque ma grand-mère est allée vivre avec son mari à Thials, et moi j'ai découvert, enfin moi pour moi la Corse c'est 50 km² autour de Thials, maximum. Mais donc du coup, à l'occasion de ma tournée internationale en Corse, là, je vais début découvrir, décembre. je vais découvrir cette Chez toi. partie de la Corse, et notamment la ville, le petit village de Talazagne et de Perrocasavetia, dont le maire, François Berlingue, est un acteur qui a joué dans l'Enquête Corse. Non. Oui, Eh ben, c'est ça. qui est un type extra qui organise depuis 50 ans, il organise un truc qui s'appelle le Tavagna Club. Enfin, quand ils étaient gamins, ils avaient 13 ans, et ils se sont dit, on va organiser des concerts. Et depuis, alors je dis 50 ans, c'est peut-être 60 ans, il y a des concerts, des festivals, de littérature, du théâtre, de tout. Dans ces 3 petits villages, ça tourne, voilà. Et donc François Berlingue, au passage, donc, a joué dans l'Enquête Corse. Bon, bref. Ouais, et j'avais vraiment envie de parler de cet endroit de la Corse que je connais un petit peu, mais justement pas très bien. Et comme elle, j'y vais en marchant sur des œufs, parce que voilà, il me manque à peu près tous les codes qu'il faut avoir pour pas Se tromper dans pour un pas bar. se tromper, voilà. Chez Ange. On interrompt Non, et nos puis parties de scope. Voilà, de scope voilà. Et surtout pour savoir, moi j'ai vraiment le même problème, c'est-à-dire je ne sais pas qui est qui. Alors, mais vraiment, alors déjà je ne suis pas du tout physionomiste, je n'ai aucun arbre généalogique dans la tête, et c'est terrifiant d'arriver en Corse avec quelqu'un qui fait alors tu me reconnais, et là tout qui s'écroule. Voilà. Et mais bon voilà, j'y suis allée, et ce qui est bien, c'est que je l'ai commencé en Corse, et j'ai réussi à le terminer en Corse alors qu'on était en plein Covid, tout ça, c'était en octobre dernier, et j'ai eu cette fenêtre de tir entre 2 confinements, machin, et je suis partie, et j'ai écrit avec une espèce d'urgence qui fait que j'ai écrit les 3 derniers chapitres en une semaine là-bas, parce que je me disais, je vais devoir reprendre l'avion, je vais partir, ils vont fermer les trucs. Voilà. Donc ouais, c'est Il y a important. des retours de lecteurs de Corse. Ouais. Et ils sont super bons. Alors, les gens qui n'ont pas aimé ne me le disent pas, mais c'était super... C'était ma grosse angoisse, hein. Vraiment ma grosse angoisse, c'était de me dire, si j'ai fait un demi-cliché où j'ai enfoncé une porte ouverte, voilà. Bah non. Donc j'ai donc le fameux François Berlingue qui m'a écrit, voilà, l'ancien maire de Sartène et ancien président de l'Assemblée corse, qui m'a lui écrit une lettre, parce que lui il écrit des lettres, il a 80 ans, il écrit des lettres, voilà. Et puis la famille, les amis et des gens que je ne connais pas qui m'ont fait des retours vraiment chouettes en me disant qu'il y avait que c'était vraiment ma vision de la Corse, mais que j'étais pas rentrée dans le cliché ou dans le préjugé ou l'autoroute des idées reçues ou des choses comme ça, quoi.
Et ça m'a fait très Mais plaisir. presque te faire inviter à la foire internationale des fromages pour déguster d'autres cafés. Ah, punaise, corse. oui, non, non, alors pas le fromage, alors l'olive à la limite, mais le fromage. Oui, mais quand tu bois chez ton berger, non, c'est vrai que tu restitues quand même très très bien la Corse pour qui connaît, qui s'y intéresse. Bah ouais, j'avais envie, les Comme sons, pour les Nice dans odeurs, Boccanera, on a voilà. envie de te suivre en disant voilà, tu t'es inspiré de lieux réels, personne, on a envie d'aller voir s'ils sont réels. J'aurais C'est dû me faire Colette, on s'en bat. sponsoriser par l'Office du tourisme, mais Tu peux encore mettre en place des Voilà. circuits Des dans la circuits, ville de mais Nice, voilà, sur les traces de Dieu Boccanera. Enfin, Ouais. pour la Corse, c'est un peu plus compliqué. c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ouais, mais c'est vrai que les retours ont été super bons et j'en suis très très contente, quoi. Ouais, prix mérité. Donc. Toujours pas d'autres questions? Ou peut-être au fond là-bas? Moi je le fais en privé. Hein. Oh non. Oh ouais, non, mais elle connaît tout Ah, déjà. ah, la fille Ah, au fond. juste une remarque. Moi, je pense que la fin, le choix de la fin, a fait que justement ceux qui auraient pu trouver que c'était un cliché, Dans le dernier. ouais. Ouais. Je pense que ça y fait beaucoup. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ce que je disais, hein, j'ai commencé par la fin. Enfin, j'avais cette fin-là en tête. Alors, quand tu dis que tu avais la fin en tête, tu commences par écrire la fin ou tu l'écris qu'à la fin? Parce que tu dis que tu as écrit les 3 derniers chapitres pendant le confinement. Donc, finalement, quand même, la fin, même si tu l'as en tête, tu l'as écrit à la fin. Ah, ça dépend. Pour ceux-là, j'ai vraiment écrit la scène de fin au début. D'accord. Parce que j'avais voilà, et donc je l'ai écrit avec tous les. Celui-là, je savais comment je voulais terminer. Je savais sur quoi, enfin, Ouais, d'accord. ce suspens. Mais je l'ai écrit à la fin. D'accord. Ouais, c'est vraiment. Mais je l'avais en tête. Enfin, je n'ai écrit ce livre que parce que j'avais ça en tête. Donc. Je vous raconterai pas. Prochaine rencontre. Ah, non. Non, non, faut pas. Je ne sais pas, est-ce qu'on est proche de la fin? J'ai oublié de mettre la pendule. Ouais, je sais pas ce que. Il est 8h moins 20. Donc... Ah, il est l'heure de l'apéro, alors on va clôturer l'échange. Voilà, sinon, si vous avez d'autres. Voilà, sinon je suis là. Et... Bon, de toute façon, on va couper la caméra pour la signature. Donc, je dois quand même remercier Sylvie, Camille, Patrick et Brigitte de la Bilipo pour leur accueil. Merci. Merci pour les bouteilles d'eau, même si, bon, désolé pour les cannes de tout. Je pense que là, c'est bien filmé. Merci quand même Isabelle Lacrosse, parce que vraiment, voilà, les éditions de l'Aube font un travail formidable et c'est bien que tu les représentes ce soir. En profiter, là, c'est mes remerciements personnels, parce que j'ai craché sur des gens que je connais pas, mais je les dis les autres quand même. Donc merci Claude Combet, parce que non seulement tu es une pote, mais en plus comme tu travailles en ce moment sur un annuaire des éditeurs de Polar pour le compte du BF, c'est bien d'avoir fait une petite parenthèse dans ton travail pour venir. Je remercie mon amie Magali, parce que bon, c'est quand même la pure Corse de service. Voilà. Et grâce à elle, bon, j'ai un peu du sang de Corse, plutôt du Courtenay. Et puis je voudrais remercier vraiment Michel, parce que la première fois que j'ai échangé avec elle, je me suis dit, mais pourvu qu'elle soit comme son héroïne. Et était au-delà de mes espérances. On est vraiment vivant le 4e, le 5e, et on revient l'année prochaine pour tous les autres prix. Oui, Et je donc, s'il y a voilà, des gens qui n'ont pas encore Non, acheté alors, les le livres. quatrième. Ah, non, scoop. non, le quatrième, je me suis mis d'accord avec mon éditrice favorite. Ça devrait sortir au printemps 2023. Mais qu'est-ce qu'on fait en 2022? Vous relisez, vous apprenez par alors, cœur. attends, je vais t'expliquer. Vous pouvez toujours lire les nouvelles que j'écris Ah pour oui, le bien compte sûr. des éditions du Caïman. Ah oui, pardon. Alors oui, j'ai aussi écrit des nouvelles pour les éditions du Caïman. Sur la commune, sur les anarchistes, enfin des choses qui remuent un peu. Donc, bon, en tout cas, Ouais. des textes à découvrir, mais en tout cas, merci Michel. Vraiment. Eh ben, merci à toi parce que c'était vraiment super. Merci. Je me suis régalée. Merci.